Jed ne se faisait aucune illusion sur l'accueil qui lui serait réservé par les habitants du village de ses grands-parents. Il avait pu le constater lorsqu'il parcourait la France profonde avec Olga bien des années auparavant. En dehors de certaines zones très touristiques comme l'arrière-pays provençal ou la Dordogne, les habitants des zones rurales sont en général inhospitaliers, agressifs et stupides. Si l'on voulait éviter les agressions gratuites et plus généralement les ennuis au cours de son voyage, il était préférable, à tout point de vue, d'éviter de sortir des sentiers battus. En cette hostilité, simplement latente à l'égard des visiteurs de passage, se transformait en haine pure et simple dès lors que ceux-ci faisaient l'acquisition d'une résidence. À la question de savoir quand un étranger au pays pouvait se faire accepter dans une zone rurale française, la réponse était jamais. Il ne manifestait d'ailleurs en cela aucun racisme ni aucune xénophobie. Pour eux, un Parisien était un étranger à peu près au même titre qu'un Allemand du Nord ou qu'un Sénégalais. Et les étrangers, décidément, ils ne les aimaient pas. Un message laconique de Franz lui avait appris que Michel Houellebecq, écrivain, venait d'être vendu à un opérateur de téléphonie mobile hindou. 6 millions d'euros supplémentaires venaient donc de s'ajouter à son compte en banque. Évidemment, la richesse des étrangers qui payaient pour l'acquisition d'une propriété des sommes qu'eux-mêmes n'auraient jamais pu envisager de réunir était l'un des motifs principaux du ressentiment des autochtones. Dans le cas de Jed, le fait qu'il soit artiste aggravait encore sa situation. Sa richesse avait été acquise, aux yeux d'un cultivateur creusois, par des moyens douteux, à la limite de l'escroquerie. D'un autre côté, il n'avait pas acheté sa propriété, il en avait hérité, et certains se souvenaient de lui à l'époque où il avait séjourné pendant plusieurs étés dans la maison de sa grand-mère. C'était déjà alors un enfant sauvage, peu liant, et il ne fit rien dès son arrivée pour se faire apprécier. Bien au contraire. La maison de ses grands-parents donnait à l'arrière sur un très grand jardin de presque 1 hectare. À l'époque où ils y vivaient tous les deux, il était entièrement aménagé en potager. Puis, peu à peu, à mesure que les forces de sa grand-mère devenue veuve déclinaient, qu'elle se rapprochait d'une attente d'abord résignée puis impatiente de la mort, les surfaces cultivées s'étaient réduites, de plus en plus de carrés de légumes avaient été abandonnés, livrés aux herbes sauvages. L'arrière non clôturé donnait directement sur le bois de Grandmont. Jed se souvint qu'une fois, une biche poursuivie par des chasseurs avait trouvé refuge dans le jardin. Quelques semaines après son arrivée, il apprit qu'un terrain de 50 hectares, mitoyen du sien, presque entièrement boisé, était à vendre. Il l'acheta sans hésiter. Rapidement, le bruit se répandit qu'un Parisien un peu taré rachetait sans discuter les prix. Et à la fin de l'année, Jed se trouvait propriétaire d'une superficie de 700 hectares d'un seul tenant. Vallonné et même accidenté par endroits, son domaine était presque entièrement recouvert de hêtres, de châtaigniers et de chênes. Un étang d'une cinquantaine de mètres de diamètre s'étendait en son milieu. Il laissa passer les grands froids, puis fit élever une barrière de treillage métallique d'une hauteur de 3 mètres qui le clôturait entièrement. En haut de la barrière courait un fil électrique alimenté par un générateur basse tension. L'ampérage délivré était insuffisant pour être létal, mais permettait de faire lâcher prise à quelqu'un qui aurait envisagé de tenter l'escalade. C'était le même en fait que celui des barrières électriques utilisées pour dissuader les troupeaux de vaches de quitter leurs prairies. Il était en cela parfaitement dans les limites de la légalité, comme il le fit remarquer aux gendarmes qui vinrent lui rendre visite à 2 reprises pour s'inquiéter des modifications survenues dans la physionomie du canton. Le maire se déplaça à son tour et lui fit observer qu'en interdisant tout droit de passage aux chasseurs qui poursuivaient biches et sangliers dans ces forêts depuis des générations, il allait susciter autour de sa personne des inimitiés considérables. Jed l'écouta avec attention, convainc que c'était jusqu'à un certain point regrettable, mais argua une nouvelle fois qu'il se situait dans les limites strictes de la légalité. Peu après cette conversation, il fit appel à une entreprise de génie civil pour construire une route qui traversait de part en part son domaine, aboutissant à un portail radiocommandé qui donnait directement sur la D50. De là, il n'était qu'à 3 kilomètres de l'entrée de l'autoroute A20. Il prit l'habitude de faire ses courses au carrefour de Limoges où il était à peu près sûr de ne rencontrer personne du village. Il y allait généralement le mardi matin dès l'ouverture
ayant remarqué que c'était à ce moment que l'affluence y était la plus faible. Il avait quelquefois l'hypermarché pour lui tout seul, ce qui lui paraissait être une assez bonne approximation du bonheur. L'entreprise de génie civil posa également autour de la maison un tarmac de macadam gris d'une largeur de 10 mètres. Dans la maison en elle-même, il ne fit aucune modification. Tous ces aménagements lui avaient coûté un peu plus de 8 millions d'euros. Il fit le calcul et conclut qu'il lui restait largement de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours, même en se supposant une longévité très élevée. Sa principale dépense, et de loin, serait l'impôt sur la fortune. D'impôt sur le revenu, il n'y en aurait pas. Il n'avait aucun revenu et n'envisageait nullement de produire à nouveau des œuvres d'art destinées à une commercialisation. Les années, comme on dit, passèrent.